Samedi 27 janvier 2024, bonjour à tous et bienvenue dans votre journal. Le vice-président de la République est arrivé hier à Accra au Ghana pour prendre part ce samedi au sommet Dialogue sur la prospérité en Afrique. Avant l'ouverture des travaux, Tiemoko Meliekone a transmis au chef de l'État du Ghana les remerciements du président Alassane Ouattara pour sa présence à Abidjan à l'occasion de l'ouverture officielle de la CAN 2023. La Société des transports abidjanais a étendu ses activités depuis le 13 janvier dernier à l'intérieur du pays et principalement dans les 5 villes hôtes de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Pour la réussite de la compétition, la SOTRA, Société des transports abidjanais donc, invite l'ensemble de ses usagers et les populations entières au civisme. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira mercredi pour se pencher sur la décision de la Cour internationale de justice qui a appelé Israël à empêcher tout acte éventuel de génocide à Gaza. La réunion qui aura lieu mercredi a été demandée par l'Algérie en vue de donner un effet exécutoire au prononcé de la CIJ sur les mesures provisoires qui s'imposent à l'occupation israélienne. La CAN de l'hospitalité bat son plein. Les 8e de finale démarrent cet après-midi et 16 nations sont encore dans la course. Bienvenue à tous à Kouaba, en Côte d'Ivoire. Les 8e de finale de la 34e édition de la Coupe d'Afrique débutent ce samedi avec les rencontres Namibie-Angola à 17h et Nigeria-Cameroun dès 20h. Des rencontres que vous pourrez bien sûr suivre sur les antennes du groupe RTI. Mais avant de démarrer le JT de la CAN, on va s'intéresser à cette activité du vice-président de la République qui est arrivé hier à Accra au Ghana, où il représentera le président Alassane Ouattara au sommet portant sur la thématique Dialogue sur la prospérité en Afrique. Ce sommet vise à réfléchir et à définir les meilleures stratégies pour construire ou assurer la prospérité du continent. Avant l'ouverture des travaux, Tiemoko Meliekone a été reçu par le chef de l'État du Ghana, Nana Akufo-Addo. Sur le tarmac du pavillon présidentiel de l'aéroport international de Kotoka d'Accra, Tiemoko Meliekone reçoit les honneurs militaires dus à son rang à sa descente d'avion. Le vice-président de la République est en terre ghanéenne pour une visite de travail de 48 heures. Motif principal, représenter le président Alassane Ouattara à l'édition 2024 du sommet présidentiel sur les dialogues sur la prospérité en Afrique qui se tiendra ce samedi dans la capitale ghanéenne. Avant de prendre ses quartiers à Accra, direction Jubilee House, dénomination du palais présidentiel du Ghana où l'attend le président Nana Akufo-Addo. Les premiers échanges sont des mots de gratitude à l'égard du chef de l'État ghanéen de la part de son homologue ivoirien. Je commencerai, Monsieur le Président, par vous transmettre les chaleureuses salutations fraternelles de son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, votre frère, qui récemment vous a vu à ses côtés à la cérémonie d'ouverture de la CAN 2023 à Abidjan et m'a demandé de continuer de vous remercier pour ce geste fraternel auquel il a attaché beaucoup d'importance et qui lui a apporté beaucoup de réconfort. Tiemoko Meliekone poursuit en décrivant l'importance qu'accorde le président Alassane Ouattara à ces dialogues sur la prospérité en Afrique. Ce sommet important sur l'avenir de l'Afrique est un sommet auquel il aurait bien voulu assister. Et n'ayant pas pu le faire, il souhaite que les résultats soient à la hauteur de ce que nous espérons tous, que ce soit une Afrique qui avance, que ce soit une Afrique qui se développe et que les échanges entre les Africains s'intensifient et que les résultats auxquels nous attendons soient aussi au niveau de nos espérances. Les dialogues sur la prospérité en Afrique sont à leur 2e édition. Ces assises visent à plancher sur l'amélioration des échanges commerciaux entre les États africains.
L'édition 2024 verra la remise d'une distinction au président Alassane Ouattara. C'est un reportage signé Mahama Traoré. Allons-y maintenant pour le journal Cannes de cette édition. Je vous le disais, les huitièmes de finale de la 34e édition de la Coupe d'Afrique débutent ce samedi. Dès 17h, la Namibie, qualifiée pour la première fois pour les huitièmes de finale d'une Coupe d'Afrique des Nations, défie l'Angola à Bouaké. La Namibie joue sa survie dans cette grande compétition continentale et rendez-vous au coup de sifflet final pour savoir si les Brave Warriors sont encore en vie dans cette CAN. À 20h, ce sont le Nigeria et le Cameroun qui s'affronteront donc ce samedi dans un remake de la finale de la CAN 1984 qui se déroulait déjà en Côte d'Ivoire dans le même stade Félix Houphouët-Boigny qui les accueillera aujourd'hui. Depuis, les deux équipes se sont affrontées à maintes reprises, mais cette fois, elles jouent leur place en quart de finale après un premier tour qu'elles ont été loin de survoler. La Société des transports abidjanais se déploie dans plusieurs villes de l'intérieur du pays. Les populations de 5 villes de Côte d'Ivoire qui abritent la CAN bénéficient des activités de la SOTRA depuis le début de la grand-messe du foot. Les responsables de la SOTRA invitent les usagers au civisme. Plus de précisions avec Jean-Marc Djadji et Ariel Ago. La 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football bat son plein en Côte d'Ivoire et la Société des transports abidjanais SOTRA s'est mise au diapason. Ces autobus sont déjà en circulation à Bouaké, à Yamoussoukro, à San Pedro et à Korogo, ville hôte de cette compétition. Après son déploiement effectif ces 3 dernières années à l'intérieur du pays, l'entreprise publique met les bouchées doubles pour la réussite de la CAN 2023. La logistique et le personnel sont mobilisés. La direction générale de la SOTRA passe à la vitesse supérieure. Nous avons mobilisé à la SOTRA près de 1000 véhicules alloués au transport des populations sur les différents stades retenus. 1300 agents pour la conduite et pour l'encadrement de ces 1000 véhicules sur le terrain. Ce n'est pas encore terminé. Nous continuons. Mais en fonction des enjeux, les 1000 véhicules sont modulés. Par exemple, le prochain match de la Côte d'Ivoire avec le Sénégal à Yamoussoukro, nous allons renforcer nos moyens. Le transport des supporters, des joueurs, des officiels pour la CAN est effectif sur tous les 6 stades. Mais le lundi 22 janvier dernier, un drame s'est produit au stade olympique des Bimpé. Une trentaine de bus de la SOTRA vandalisés après la défaite de la Côte d'Ivoire face à la Guinée équatoriale. On a reçu des points. Voilà. Et moi, je vous assure, mon épaule, là, j'ai pris un projectile là-dessus. Bon, c'est 2 jours après que j'ai commencé à sentir la douleur. Surtout quand ils ont attendu la détonation des gaz lacrymogènes. Ah, alors là, ça les a rendus fous. Ici, au dépôt 8 de la SOTRA, les services techniques ne font que constater les dégâts. Une situation déplorable pour les superviseurs et les forces de l'ordre. On a quand même perdu 36 bus. 36 bus qui ont été caillassés. Toutes les baies sont parties. Le matériel embarqué de Biétique a été caillassé aussi. Donc on a vraiment subi la furie des populations. Des mesures sont prises par le gouvernement depuis des mois pour améliorer la mobilité urbaine dans le district d'Abidjan et dans les villes hautes de la CAN. La Société des transports abidjanais SOTRA, élément clé du dispositif de l'État dans le transport urbain, invite les populations et les amoureux du football au civisme. C'est l'outil qui leur permet de se rendre au travail, c'est l'outil qui leur permet d'aller à l'école, c'est l'outil qui leur permet en tout cas de se déplacer. C'est un bien public. La Coupe d'Afrique des Nations de football suit son cours. La SOTRA, quant à elle, continue de s'impliquer pour la réussite de la CAN de l'hospitalité. Et toujours dans le cadre de cette CAN de l'hospitalité, récemment à Korogo, en marge du forum économique Invest in Korogo, le directeur général de l'industrie hôtelière et touristique a visité quelques réceptifs hôteliers de référence, une mission qui avait pour objet de s'assurer du bon accueil réservé aux visiteurs dans ces établissements. On en sait plus avec Siekwasi et Léon Brokwame.
Le directeur de l'industrie touristique et hôtelière en visite dans les réceptifs de Korogo. Dans ce restaurant prisé par les jeunes depuis le début de cette CAN, des consignes pratiques et fermes au staff et au personnel. Viser le cadre du travail, la qualité de l'accueil et du service. Objectif, relever le défi de la CAN de l'hospitalité et de l'intégration rêvée par le président de la République, Alassane Ouattara. La charte de qualité des établissements recommandables a été disséminée dans la période préparatoire de la CAN. Donc aujourd'hui, la mission consiste à venir sur le terrain et palper du doigt la mise en œuvre effective des consignes contenues dans cette charte. Cette visite du directeur de l'industrie touristique et hôtelière, l'occasion pour les hôteliers et restaurateurs de prendre la pleine mesure de leurs responsabilités vis-à-vis de la charte de bonne conduite signée à la récente quinzaine touristique de Korogo. Il s'engage à mériter la confiance du ministère du Tourisme. Nous venons de signer une charte de bonne conduite avec le ministère du Tourisme. Et cette charte contient l'essentiel des services que nous devons réaliser pour le bon déroulement de la CAN. Et nous comptons vraiment respecter le contenu de la charte bien après la CAN. En attendant l'épilogue de la Coupe d'Afrique des Nations le 11 février prochain, restaurateurs et hôteliers de la région du Poro sont en tandem avec le ministère du Tourisme pour une image davantage positive de la destination Korogo. Voilà pour l'actualité Cannes de cette édition. On passe à toute autre chose à présent. Quel est le bilan 2023 de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique? Adama Diawara a répondu à la question cette semaine à l'esplanade de l'antenne INPHB d'Abidjan. Le ministre s'est prêté à l'exercice face aux membres de son département en annonçant également les perspectives pour 2024 qui démarrent. C'était au micro RTI 1 de Sephora Zegui. Entre réformes, construction d'infrastructures et promulgation de lois relatives à l'enseignement supérieur, on peut dire que 2023 a été une année positive pour le ministère de l'Enseignement supérieur et la recherche scientifique. Les réformes, notre sous-secteur en a connu beaucoup. D'abord, la matrice des réformes, c'est la nouvelle loi sur l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation qui a été promulguée en mai 2023. Il y a eu le décret de création des écoles doctorales, le décret de création de l'Agence nationale d'assurance qualité de l'enseignement supérieur et de la recherche. Face aux différents acteurs de son ministère, le professeur Adama Diawara est revenu sur la pléthore d'infrastructures universitaires qui ont ouvert leurs portes en 2023. En termes de réalisation d'infrastructures, il y en a eu beaucoup. La première, c'est la réalisation de la phase 1 de l'université de Bondoukou qui a donc ouvert ses portes avec la première cohorte d'étudiants. Il y a l'achèvement de la phase 1 de l'université de San Pedro. Et ensuite, il y a les projets d'investissement public qui ont conduit à l'extension des universités anciennes. Et également, nous avons un certain nombre de projets qui ont été financés soit dans le cadre du contrat de désendettement et de développement, le CDD, soit dans le cadre du prêt souverain. Concernant les transferts sociaux, le nombre d'aides financières apportées aux étudiants de Côte d'Ivoire s'est accru. Il y a 85 644 bourses et secours financiers Côte d'Ivoire et hors Côte d'Ivoire qui ont été attribués aux étudiants. Il y a eu également cette bibliothèque numérique qui porte le nom du chef de l'État. Une bibliothèque numérique qui permet aux étudiants d'avoir accès à 96 000 ouvrages numériques. Et cela part du niveau licence 1 jusqu'au niveau doctorat. Si l'année académique 2023 a tenu toutes ses promesses, 2024 promet d'élargir les actions avec une plus-value. À côté de l'enseignement supérieur, il y a également la recherche et l'innovation. À ce niveau également, le professeur Adama Diawara promet travailler de sorte à ce que ce sous-secteur prenne son envol. Et cette semaine, on a célébré l'excellence à l'Université polytechnique de Mans. Les cadres de la région du Tongpi étaient présents à cette édition 2024 des Journées de l'excellence. Journées au cours desquelles les meilleurs étudiants et les enseignants nouvellement promus au CAMES ont été distingués. On en sait plus avec Mamadou Kwasi, Gervais Kwasi et Abdoulaye Doumbia. Après des moments de dur labeur, l'heure est à la récompense à l'Université polytechnique de Mans. La 7e édition du prix d'excellence et du mérite de cette université publique. Des journées marquées par des parades d'étudiants et des conférences publiques. Ces différentes activités sont suivies de moments de distinction. Les meilleurs étudiants de licence et de master 2
de cette université reçoivent leur parchemin au terme de 3 années de formation. Je n'ai même pas vu le temps passer. Les jeunes filles ont tendance à avoir peur de la science, mais en tout cas, moi, je suis fière de faire la filière scientifique. C'est vraiment une grande joie de recevoir ce diplôme après plusieurs années de travail acharné. Outre ces étudiants, la présidence de l'Université polytechnique de Mans célèbre ses 24 enseignants nouvellement promus au CAMES. Désormais, cette université compte 10 nouveaux maîtres de conférences et 14 maîtres assistants. De quoi réconforter les parents d'étudiants et les cadres de la région du Tongpi, ainsi que le personnel de l'université. Vous savez, aujourd'hui, l'enseignement supérieur tend vers la recherche de l'excellence. Nous parlons même de contrats de performance. Et donc, il y a des indicateurs, évidemment, pour arriver à cette excellence-là. Selon le président de cette institution universitaire, la culture de l'excellence constitue le leitmotiv et surtout la motivation quasi quotidienne des acteurs de cette université. Notre slogan, c'est aujourd'hui, déjà demain. C'est l'institution qui se projette dans l'avenir en préparant sa ressource humaine à pouvoir répondre aux défis de l'avenir. Et donc, en célébrant l'excellence, ça crée de la motivation chez les apprenants, ça donne de la confiance aux employeurs. Et voilà pourquoi nous persévérons à organiser ce type de cérémonie. Représentant le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le professeur Medien Aka Fulgence salue les efforts consentis par les encadreurs et les responsables de l'université de Mans pour faire de cette structure une institution de référence en Afrique. L'Université polytechnique de Mans, avec ses différentes écoles ingénieurs et son cycle LMD, forme dans plusieurs filières, notamment dans les mines, l'environnement et les sciences physiques. Et de la région du Tongpi, on met le cap sur Bouaké, dans le Bouaké, où le ministre des Ressources animales et halieutiques et la directrice Afrique de l'Ouest de la Fondation Friedrich Naumann viennent de faire don de vivres et de non-vivres au centre d'observation des mineurs de la ville. Le témoignage de Corona Soro de la station régionale RTI Bouaké. Le ministre des Ressources animales et halieutiques Sidi Timokou Touré, la directrice Afrique de l'Ouest de la Fondation Friedrich Naumann en visite au centre d'observation des mineurs de Bouaké. Les bras chargés de vivres et non-vivres, les donateurs soulagent ainsi les 63 partenaires du centre. La directrice du centre exprime sa satisfaction et invite les parents à garder espoir quant à la resocialisation de leur progéniture. L'objectif, c'est de faciliter leur réinsertion sociale, prévenir la récidive. Et donc notre mission pour cela consiste à les accueillir, à connaître et comprendre leur histoire. Mais soyez-en rassurés, monsieur le ministre, ce ne sont pas des microbes. Pour la directrice de la Fondation Friedrich Naumann de l'Afrique de l'Ouest, l'humanitaire est inscrit dans les actions majeures de la Fondation. Donc repensez à ce qu'on vous a appris ici et à la confiance qu'on mettra en vous le jour où vous retournerez dans vos familles. Et pensez à ce que la liberté, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Je pense que vous êtes les premiers à vous rendre compte maintenant que vous êtes ici. Le ministre des Ressources animales et halieutiques, par ailleurs président du Centre d'études prospectives, encourage les pensionnaires à bien suivre les conseils des encadreurs. Nous avions compris sur les institutions du président de la République que notre société, notre cellule familiale a besoin d'être accompagnée tant soit peu. Les missions des familles, les familles ont souvent perdu le sens de leurs différentes missions. Et ce service civique devait pouvoir accompagner, redonner de la dignité à nos jeunes. Un atelier éducatif sur les droits de l'homme au profit des enfants a meublé la visite du ministre Sidi Touré au centre d'observation des mineurs de Bouaké. Ils sont agents du ministère des Finances et du Budget et ils ont été classés 2e et 3e lauréats du Prix national d'excellence 2023. Leur département a décidé de les célébrer et cela a été fait récemment en présence du ministre Adama Coulibaly. Avec eux, 14 autres agents ont été décorés. Reportage Juliette Ouéa et Michel Kwame. Double cérémonie au ministère des Finances et du Budget de Côte d'Ivoire. Des festivités pour célébrer les lauréats classés 2e et 3e du Prix national d'excellence 2023, ainsi que 14 agents décorés, dont 2 dans l'ordre national et 12 autres dans l'ordre du mérite ivoirien. En tant qu'assistante sociale, je me suis rendue disponible pour les agents. Je compte continuer dans la même lancée, mais en faire encore mieux. La tâche que j'exerce appelle beaucoup de tentations.
Et si on n'est pas intègre, elle est difficile. En plus de cette intégrité, il fallait faire montre de beaucoup d'écoute. Par ma voix et avec toute l'humilité que cela requiert, l'ensemble de vos collaborateurs ici primés et décorés vous donne l'assurance d'être à la hauteur des qualités humaines et techniques qui ont été au fondement de votre choix. Le ministre des Finances et du Budget, Adama Coulibaly, a exprimé sa fierté et souligné la responsabilité qui oblige les différents récipiendaires à demeurer à la hauteur de la reconnaissance du pays. Je voudrais adresser mon satisfecit aux récipiendaires du jour. Chers lauréats du prix d'excellence, recevez mes vives félicitations pour le travail abattu et pour votre sens du devoir qui vous valent aujourd'hui d'être célébrés devant vos collègues et vos familles. Vous l'avez pleinement mérité et vous devez être fiers de recevoir la reconnaissance solennelle de vos efforts. Le ministre des Finances et du Budget, Adama Coulibaly, a également annoncé des réformes pour le prix national d'excellence 2024, notamment le prix d'excellence du meilleur agent de la Direction générale des impôts, le prix d'excellence du meilleur agent de la Direction générale des douanes et le prix d'excellence du meilleur agent de la Direction générale du budget et des finances. La page santé de notre journal est consacrée à la lèpre. La lèpre qui est causée par une infection, elle touche principalement la peau, les yeux, le nez et les nerfs périphériques. Elle peut être guérie en 6 à 12 mois en suivant une thérapie multimédicamenteuse parce qu'un traitement précoce permet d'éviter tout handicap. Et plusieurs personnes en sont déjà guéries. Et malheureusement, la plupart d'entre elles sont encore stigmatisées, rejetées par leur famille et par la société. Victorine Yaoyoboué en a retrouvé plusieurs anciens malades qui rêvent aujourd'hui d'un réel programme de resocialisation. Institut Raoul Foloro d'Edzopé à 90 km d'Abidjan. Une chaleur étouffante s'abat sur la salle d'hospitalisation des femmes malades de la lèpre. Maladie lèpre m'a eu. C'est ça, je viens ici pour se soigner. Ça fait 3 mois que je suis venue ici. Donc, Dieu merci, hier passé, on m'a pris pour aller faire opération. J'ai eu mal au pied, ça me fait 14 ans. Je viens, ça rechute. C'est ma 3e fois de venir ici. Je regarde Dieu, ce qu'il va me faire. Dans la salle d'à côté, des enfants, eux aussi à la recherche d'un remède contre cette maladie invalidante. J'espère que ma mère va bien guérir vite, partir à la maison pour aller à l'école. En Côte d'Ivoire, environ 800 malades de la lèpre sont enregistrés chaque année depuis 10 ans. 40% de ces malades sont des femmes, 9% des enfants. Selon cette même étude du Comité des droits de l'homme, 18% de ces personnes atteintes de la lèpre restent à jamais marquées dans leur chair. J'ai eu le mal en 2011. Aujourd'hui, je peux dire que ça va. La plupart des gens qui sont ici, d'autres ont retrouvé la guérison, mais le problème, c'est le pied qui se trouve en bas des pieds. C'est le pied qui fait tout. Alors, tu vas marcher, tu vas partir, tu vas te déplacer, c'est le pied. Alors, quand c'est comme ça, tu vas, puis bon, ça revient. Et comme si cela ne suffisait pas, ces infortunés sont victimes de stigmatisation. Ceux qui n'ont pas encore compris, ce sont eux qui se disent que le mal est contagieux. Si c'est comme ça, c'est que tous nos médecins ils seront contaminés. Ou bien, mais quand tu n'as pas encore rentré en bas de l'arbre, tu ne peux pas connaître les feux. Ces malades-là, du fait de la peur de cette maladie, du fait de la stigmatisation, sont souvent rejetés à leur retour. Et donc, certaines vont rester dans les environs ou alors se trouver à nos sites mais ne retourneront pas dans leur centre. La stigmatisation, la gangrène psychologique et sociale de la lèpre. Pour s'en convaincre, il suffit de se rendre dans ce village à moins d'1 kilomètre de l'Institut. Ici, on préférait vivre plusieurs personnes loin de leur famille après leur guérison. Moi, je suis venu ici en 2009. On m'a soigné, ça va. Et j'ai compris qu'il y a un petit village, quand les sœurs étaient ici, ils ont créé pour ceux qui n'ont plus d'amour de retourner chez eux, qui se sentent abandonnés. Donc j'ai dit, mais c'est mieux si mes frères malades vivent ici. Moi aussi, là, si je vois que quand je m'en vais, ça ne va pas, je vais rester ici pour me débrouiller. Je suis arrivée ici à l'âge de 15 ans. J'ai imagine dans 40 ans maintenant.
Donc il a fait 5 enfants. Les papas les a pris. Donc c'est moi seul. Ça c'est ainsi. Il a couché avec son papa ici. Son papa dit que comme il est malade, lui aussi il m'a laissé. Bien famille, les animaux sont bien yaou. Elle est venue ici pour prendre son mari. Mari aussi est décédé. Quand elle est décédée, on dit qu'elle est là. Elle voit devant là-bas là. Comme il n'y a rien là. Elle dit c'est comme ça non. C'est bon. En même temps, moi, je préfère rester ici. Le jour que je meurs, il n'a qu'à m'enterrer ici. Diminué physiquement et avec ses plaies qui ne tardent pas à réapparaître, ces survivants de la lèpre se battent, tant bien que mal, pour subvenir à leurs besoins. Des fois, tu n'arrives pour manger même là. Tu bois l'eau, tu vas dormir. C'est tant qu'on va faire don comme ça, tant que ta parole aussi m'a dit que tiens un 2000, tiens un 3000, tu vas boire l'eau. Tu vas dormir. Matin, Dieu te fait grâce. Il n'a qu'à nous aider. Dans le mangement, tout même, il n'a qu'à nous aider. Subvenir aux besoins quotidiens, voilà l'une des raisons pour lesquelles, bien que déclarés guéris de la lèpre, certains préfèrent prolonger leur séjour à l'Institut Raoul Foloro d'Adzopé. Car ici, en plus des soins, le gîte et le couvert sont gracieusement offerts aux pensionnaires. Les malades de la lèpre sont pris en charge gratuitement du début de leur traitement jusqu'à leur sortie. Pour la resocialisation de ces gens malades, nos missions, c'est de les prendre en charge sur le plan médical. Maintenant, le relais est au niveau des programmes de lutte contre la lèpre pour pouvoir voir comment les remettre dans la société, comment leur donner une activité. Parce qu'avec les atteintes nerveuses qu'il y a, c'est difficile de faire les mêmes activités qu'avant. Si l'Institut Raoul Foloro arrive à offrir cette prise en charge complète, c'est grâce au budget de l'État, mais surtout aux dons de bonne volonté. Aujourd'hui, le centre reçoit la visite de l'AOC, Action des ouvriers de Christ, la branche féminine de l'Église des Assemblées de Dieu de la région de Lamé. L'AOC a 40 ans. Et quand on parle de 40 ans, on parle de la maturité. Nous devons non seulement exprimer cette maturité au plan spirituel, mais au plan social. Aller vers la population, parce que c'est le désir de Dieu, gagner le monde entier. Mais comment on peut gagner le monde entier si nous ne pourvoyons pas à leurs besoins? En venant ici, c'est pour leur dire que, nous avons l'évangile avec nous, qui peut les restaurer, les guérir, n'est-ce pas, spirituellement, mais en même temps, nous appuyons de l'évangile les dons pour nous occuper de votre corps qui en a besoin réellement. Après une visite aux malades de l'Institut, la délégation de l'AOC d'Adzopé fait également parler son cœur au centre hospitalier régional d'Adzopé. Des pailles remis aux accouchés du CHR. Ils sont venus nous apporter un baume au cœur avec les mains chargées. Nous sommes très contents de l'inspiration que Dieu a bien voulu faire ce matin et pour qu'ils viennent vers nous. Je ne vous cache pas le soulagement que ça va apporter auprès de nos clients. Les donatrices, heureuses de partager avec toutes ces personnes tout ce qu'elles ont reçu de leur Dieu, Christ Jésus. Car à quoi ressemblerait ce monde si la charité venait à manquer? Se sont-elles interrogées. Un reportage de Victorine Yaoyobwe, Joël Gomez et Michel Kwame. Dans le cadre des mesures urgentes visant à accélérer la mise en œuvre de la stratégie nationale 2021-2025 et conformément à la décision du Conseil des ministres du 18 janvier 2023 d'étendre la vidéoverbalisation aux axes routiers interurbains accidentogènes, le ministre des Transports informe les populations que la vidéoverbalisation est active depuis le 10 janvier 2024 sur l'autoroute du Nord à travers la mise en service effective du contrôle des infractions relatives à l'excès de vitesse, à l'usage du téléphone en situation de conduite et le non-port de la ceinture de sécurité. Le ministre des Transports invite par conséquent les usagers de la route et en particulier les automobilistes à la prudence et au respect strict du code de la route pour préserver des vies. Fait à Abidjan le 26 janvier 2024, communiqué signé des mains du directeur de cabinet du ministère des Transports, le magistrat hors hiérarchie, Dioman Koné.
Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira mercredi pour se pencher sur la décision de la Cour internationale de justice qui a appelé Israël à empêcher tout acte éventuel de génocide à Gaza. La réunion qui aura lieu mercredi a été demandée par l'Algérie en vue de donner un effet exécutoire au prononcé de la Cour internationale de justice sur les mesures provisoires qui s'imposent à l'occasion, à l'occupation israélienne, ainsi que l'avait indiqué plus tôt dans la journée le ministère algérien des Affaires étrangères. Vous le savez, la CAN, c'est chez nous. La 8e de finale de la 34e édition de la Coupe d'Afrique débute ce samedi dès 17h. La Namibie est qualifiée pour la première fois pour la 8e de finale d'une Coupe d'Afrique des Nations défi l'Angola à Bouaké. Rendez-vous donc au coup de sifflet final pour savoir si les Brave Warriors sont encore en vie dans cette CAN. À 20h plus tard, ce sera le Nigeria et donc qui affrontera le Cameroun ce samedi dans un remake de la finale de la CAN 1984 ici à Abidjan dans le même stade de Félix Houphouët-Boigny. Le Cameroun est passé à 2 doigts de l'élimination face à la Gambie lors de son dernier match de poule, tandis que le Nigeria, invaincu dans cette CAN, a eu du mal à rassurer sur son potentiel offensif, n'inscrivant que 3 buts malgré la présence dans ses rangs du meilleur joueur africain de 2023, Victor Osimhen lui-même. Place au foot dès 17h sur nos antennes et à Kwaba à tous nos visiteurs.